Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme tout le monde, comme tous les gens qui aiment les animaux de compagnie, je suis sûr qu'à un moment de ta vie, tu t'es dit « Ah, j'aimerais trop avoir un singe !» Est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un singe chez soi? Est-ce qu'il y a des singes qui sont adaptés aux particuliers? On va décortiquer tout ça dans cette vidéo grâce à ce nouveau format. Avoir un singe, c'est bien ou pas? Réponse pendant la vidéo, c'est parti. Les singes, ils laissent personne indifférent. Quand tu vois ces animaux et quand tu les vois hors de la nature au contact d'humains, souvent tu te dis « Oh là là, mais ça a l'air d'être un compagnon vraiment idéal ». Donc déjà, on va parler la première chose, c'est de la loi. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un singe en captivité en France? Eh bien la réponse est oui. Oui, mais le singe, il est protégé de deux façons en France. D'abord, il fait partie des primates et tous les primates sont protégés par la Convention internationale de commerce des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Donc ça s'appelle la CITES. Et la CITES, c'est un organisme mondial qui va protéger les animaux et toutes les espèces de primates sont inscrites à la CITES. Donc déjà, ils sont protégés avec ça. La deuxième chose, c'est qu'en France, il y a un arrêté de 97 qui a classé les primates comme espèces dangereuses. Que tu prennes un ouistiti ou que tu prennes un gorille, c'est pareil, c'est classé dangereux. Donc tous les animaux dangereux, pour pouvoir les détenir, il faut ce qu'on appelle un certificat de capacité. C'est un espèce de diplôme que vont te remettre les autorités et qui va juger que tu es apte et capable de maintenir cette espèce. À peu près toutes les espèces animales en France sont détenables avec un certificat de capacité. Si demain il te venait à l'idée d'avoir un lion chez toi, bah si tu devenais capacitaire, à un moment tu pourrais avoir ton lion. Maintenant, devenir capacitaire pour des animaux dangereux, c'est pas facile. D'un côté, ça se décortique avec un dossier théorique, tu vas passer devant une commission et ces gens vont juger si oui ou non tu as toute la théorie et si tu t'y connais en singe par exemple, si tu demandais les singes. Et d'un autre côté, tu vas avoir le côté pratique qu'on appelle l'ouverture d'établissement. Et donc là, il va falloir que ces mêmes gens qui t'ont jugé en commission décident si tes installations sont adaptées pour avoir un singe. Dans le cas de la vidéo d'aujourd'hui. Donc en gros, on passe devant la commission, derrière on fait des installations carrées. Si toutes ces installations sont validées par les autorités compétentes, entre autres l'OFB en France, alors là, tu deviens capacitaire et là, hop, s'ouvre à toi la possibilité de détention d'animaux dangereux. Si jamais tu décidais de ne pas respecter la loi et de avoir clandestinement un animal classé dangereux, eh ben tu t'exposes à des poursuites après de la délation, après que ton animal soit échappé, enfin il se passe toujours souvent quelque chose, et ben les autorités viennent chez toi, ils te saisissent l'animal, tu as des poursuites judiciaires, tu peux finir en prison et avoir une forte amende. Donc voilà. Allez, on va passer aux différentes espèces de singes et on va regarder un peu ce qui est possible de faire ou pas. On va commencer par parler des grands singes, parce que souvent sur internet, je tombe sur des vidéos avec des gens qui ont soit, genre à Dubaï, au Koweït, ils ont pas mal de bébés chimpanzés avec lesquels ils vont interagir, ou même des vidéos qui sont connues, je sais pas si tu l'as déjà vu, avec le livreur de pizza qui amène une pizza et c'est un chimpanzé adulte qui vient, qui sort et qui récupère la pizza. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces singes, ça va être très compliqué d'interagir avec eux une fois qu'ils vont être adultes, dans le sens où les grands singes sont des animaux qui sont extrêmement dangereux, que ce soit un orang-outan, un gorille ou un chimpanzé, donc ces trois-là sont les grands singes, sont des animaux qui, adultes, ont une force colossal. On pense qu'ils ont à peu près 4 fois la force de l'homme. Donc c'est des animaux, une fois que ça va partir en live, ils vont vous massacrer. Donc c'est arrivé il y a quelques années maintenant avec une femme qui aux États-Unis s'est fait massacrer par le chimpanzé d'une de ses amies qu'elle allait visiter. Je vous mets des images mais je suis obligé de les flouter parce que vraiment même après les greffes de visage, la nana avait vraiment un visage vraiment la pauvre, elle s'est fait vraiment massacrer par le chimpanzé et j'ai pas envie qu'on nous strike la vidéo pour ça. Mais c'est pour vous dire à quel point les grands singes sont vraiment très dangereux. Ils vont être mignons que quand ils vont être bébés et une fois qu'ils vont être adultes, ça va être très compliqué à gérer. À une époque de ma vie, quand j'avais 20 ans, je travaillais pas mal dans le cinéma avec des animaux et j'ai eu l'occasion de travailler avec des chimpanzés adultes, par exemple, en liberté, entre guillemets. Franchement, c'était terrorisant. C'est-à-dire que ce sont des animaux qui, quand ils vous approchent, quand ils commencent à vous toucher, à vous monter sur le dos et tout, quand on se rend compte de la puissance et de la capacité de cet animal à ce que tout parte en live en 2 secondes, bah franchement, moi, ça me faisait super peur. Vraiment, à chaque fois que j'ai approché des gorilles, des orang-outans et des chimpanzés, les 3 dans ma vie, et franchement, à chaque fois, ce sont des animaux qui m'ont vraiment vachement impressionné. On voit qu'ils sont en plus hyper intelligents. J'ai eu la chance d'aller à Bornéo et de voir des orang-outans sauvages à quelques dizaines de mètres qui venaient se nourrir sur des plateformes. C'était des orang-outans qui avaient été libérés de la captivité. Donc, ils continuaient, même être sauvages, de venir se nourrir sur des plateformes. Et quand vous êtes à 4-5 mètres de la bête, qui est énorme, vous vous dites, mais waouh, c'est vraiment hyper impressionnant. Donc ça, détenir ça en tant que particulier, c'est totalement à oublier. Il y a eu des chimpanzés détenus chez des particuliers, mais franchement, c'est quelque chose qu'on voit quand même quasiment plus et heureusement. En France, je pense qu'il n'y en a plus du tout et dans certains pays encore, mais vraiment souvent, on va voir ça dans des conditions vraiment misérables avec des propriétaires qui peuvent quasiment pas interagir avec l'animal. Il y a toujours des barreaux parce que l'animal est devenu ultra dangereux. Le deuxième singe qu'on va voir souvent, entre guillemets, chez des particuliers, c'est ce qui va être le macaque de Barbarie. Le macaque de Barbarie, en fait, c'est un singe, on l'appelle aussi le singe magot, qui est originaire d'Afrique du Nord. Il va avoir colonisé toute l'Afrique du Nord, l'Algérie, le Maroc. Il y en a pas mal, il y a des populations bien établies et c'est aussi la seule population
population de singes sauvages en Europe parce qu'ils sont aussi présents sur le rocher de Gibraltar qui est en Europe. Ces singes souvent ils vont être vendus au Maroc et il va y avoir des particuliers qui vont les détenir au Maroc, mais aussi parfois il y a des particuliers qui ont la mauvaise idée de vouloir les ramener et de les cacher et de les ramener en France bébé, et du coup les familles se retrouvent avec un bébé singe magot à la maison. Donc tout est marrant quelques mois hein, parce qu'au début c'est vrai que c'est hyper attachant, très mignon, très fusionnel avec ses membres parce que tous les singes sont des animaux sociaux donc ils vivent en groupe. Donc le bébé magot quand il se retrouve dans la famille, bah forcément il va s'intégrer dans le groupe et il va être à la fois hyper attachant, hyper mignon. Mais ça c'est au début parce que le magot il va grandir et que même déjà bébé il va avoir une capacité de destruction assez hallucinante. Et là je pense par exemple à Youssef, donc Youss Tropico, qui est très connu sur les réseaux. D'ailleurs on lui fait une petite dédicace parce qu'il a perdu son perroquet Tropico la semaine dernière. Il a eu un accident en vol libre et franchement il était détruit. Donc Youss, je te fais un gros big up et voilà, donc vraiment courage dans cette épreuve. Youss Tropico, outre être un mec qui a vraiment un don avec les oiseaux parce qu'il fait du vol libre en ville avec plein d'oiseaux et franchement il a vraiment un truc avec les oiseaux. Youssef il a été gardé en fait le singe d'un influenceur pendant quelques semaines au Maroc qui avait dû se déplacer et donc il a été babysité le petit magot, le petit macaque de Barbarie chez son pote. Et ben je peux vous dire que le petit singe a une capacité déjà de ruiner la chambre en quelques dizaines de minutes. Il va déféquer, il va ouvrir des trucs, il va en foutre partout, il va grimper sur tout ce qu'il peut et s'il a les pattes sales il va en mettre partout. Donc déjà le singe c'est vraiment déjà quelque chose, un animal il faut comprendre qu'en captivité chez un particulier c'est ultra crade. C'est-à-dire que ça va mettre de la bouffe partout, déféquer partout et déjà c'est un animal qui est pas du tout facile à gérer. Si vous le cantonnez dans une cage, le singe il est tellement intelligent, il a tellement besoin d'enrichissement et d'un environnement qui le stimule tout le temps que dans la cage il va péter un plomb hyper rapidement et là on va avoir des problèmes de comportement qui vont le rendre ultra agressif. Donc la plupart des gens qui décident d'adopter des singes, ils les laissent une grosse partie de la journée en liberté et là le singe retourne l'environnement et je rigole vraiment pas. Donc que ce soit un petit singe, un grand singe ou un moyen singe, c'est sûr qu'il va pas mal défoncer l'environnement et surtout il va sentir fort. Les singes sentent très fort. Moi une période je travaillais avec un singe qui s'appelait Zig qui était un mangabé, qui est un singe qui devait faire 8 à 10 kilos, avec lequel je suis allé dans des théâtres, dans des opéras, on a fait plein de trucs différents avec Zig. Bah je peux vous dire que l'odeur du singe c'était un truc de malade mental. Je veux dire à côté l'odeur d'une crotte de chien, j'ai envie de dire c'est presque un bonheur quoi. Donc ça il faut aussi comprendre, tout l'univers qui va entourer le singe va être ravagé. Bon t'as vite compris que tous ces gens qui ramènent des singes magots du Maroc, malheureusement ça finit souvent mal. Les singes sont saisis, sont confiés dans des refuges, les singes n'ont pas grandi avec d'autres singes, donc n'ont pas, si tu veux, le comportement adapté et donc ont du mal à s'intégrer parfois dans d'autres groupes sociaux de singes. Donc souvent la vie du singe, à partir du moment où il est adulte et ingérable, elle va être vraiment nulle et elle va se transformer souvent dans un refuge et je pense que là tu regrettes carrément d'avoir ramené ce bébé et il fallait mieux le laisser là-bas. Souvent ces singes magots ça va mal finir, ça va finir quand le singe devient ingérable, bah souvent en fait il va être confié soit à un refuge, soit à un zoo, sauf que la plupart des zoos et des refuges ne veulent plus de ces espèces parce qu'ils en ont déjà beaucoup et en plus les singes ayant grandi parmi des humains ne vont pas avoir les codes sociaux de singes, donc parfois ça va être compliqué en plus de les intégrer dans les groupes qui existent déjà dans ces parcs. Donc du coup en gros le singe il est un peu cassos parce qu'il a pas grandi avec d'autres singes, donc sa vie elle va être compliquée. S'il arrive à être intégré dans un groupe, dans un refuge, c'est la meilleure chose qui peut lui arriver, sinon bah à la fin je pense que ça peut même finir en euthanasie quoi. À ce moment de la vidéo tu te dis bah oui mais il parle que des singes trop dangereux alors qu'il y a les Ouistiti trop mignons qui existent et ça c'est trop cool pour un particulier parce que j'en ai vu plein sur TikTok, ils ont l'air trop mignons. Alors je te donne raison, c'est vrai qu'ils ont l'air trop mignons et c'est vrai que les Ouistiti ne peuvent pas vraiment être considérés comme dangereux dans le sens où ce sont des animaux qui vont faire de 50 à 200 grammes on va dire. Donc les Ouistiti vont avoir un poids vraiment réduit, ils font tous moins de 500 grammes et c'est vrai qu'on peut pas les classer vraiment comme véritables dangereux dans le sens où même si le Ouistiti donne tout contre toi, à part t'infliger une morsure qui sera bien moins violente que la morsure que pourrait te faire un teckel par exemple, ils sont pas classés dangereux. Donc tu te dis bah ouais bah voilà l'animal de compagnie, il a tout pour plaire. Bah non il a pas tout pour plaire pour plein de raisons. Déjà parce que le Ouistiti il vit en groupe social, donc déjà en avoir qu'un, il va se surattacher à toi et à chaque fois que tu vas devoir toi aller faire un truc et pas pouvoir prendre le Ouistiti et le laisser chez toi, le Ouistiti va complètement partir en live. Dans la nature le groupe de Ouistiti il se sépare jamais, il y a pas les darons qui font ah bah nous on va aller faire un tour cet après-midi, les petits restez ici on revient. Ça n'existe pas, la famille elle reste tout le temps ensemble. Donc déjà avoir un Ouistiti ça obligerait à être H24 avec lui pour pouvoir respecter déjà ce code social primaire, être toujours avec les siens. Ensuite le Ouistiti eh ben il va avoir une alimentation assez complexe, donc pour pouvoir bien s'en occuper, qui va être à la fois autant de légumes que de fruits, mais aussi de la gomme. Il mange de la gomme qui est sécrétée des arbres. Les Ouistiti ils viennent tous d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale, ils sont inféodés là-bas et ils ont une alimentation vraiment diversifiée qui inclut aussi beaucoup d'insectes, des
protéines, beaucoup de choses. Donc déjà pour s'en occuper au quotidien, déjà pour l'avoir en forme, c'est compliqué. Il faut des régimes alimentaires, je te jure, vraiment complexes. On n'est pas dans les croquettes du chien, le foin pour le lapin ou la souris pour le reptile. Non, non, non. On est dans un menu, un vrai menu établi tous les jours avec des fruits exotiques et tout ce que je viens de te raconter, plus les vitamines, les suppléments et tout. Ensuite, le Ouistiti, il a besoin de place, c'est-à-dire que dans la nature, il va se déplacer en famille et souvent sur des territoires qui sont assez vastes. Donc du coup, en captivité, il va falloir reconstituer ça avec de grandes volières. C'est impossible de faire vivre un Ouistiti, par exemple, dans une cage à perroquets, ce que je vois beaucoup trop sur Internet. Et moi, ça me fend le cœur parce que c'est vraiment des animaux qui vont courir, sauter, se dépenser, jouer, monter du sol à 15 mètres dans les arbres. Enfin, je veux dire, bon, ils descendent pas tout le temps au sol parce qu'ils sont quand même assez vicoses, hein, ils sont victimes, ils pèsent pas beaucoup. Dans la nature, ils peuvent se faire cartonner par beaucoup d'animaux, que ce soit des rapaces, des serpents, des petits mammifères, des chats sauvages, jusqu'à des proies plus grosses dans les félins. Mais en tout cas, ils sont vraiment victimes de plein d'animaux. Donc, ils font vraiment attention. Les Ouistitis, c'est des animaux qui sont alertes. Donc, du coup, en captivité, pour reconstituer ça, il va falloir vraiment une énorme volière qui va être chauffée parce que, comme je te disais, ils viennent d'Amérique centrale, donc il leur faut minimum 25 degrés, sinon ils sont vraiment pas bien. Donc, souvent, on va leur ajouter des lampes chauffantes, ce genre de truc. Donc, vraiment, il faut une install complexe et très vaste. Ça coûte vraiment un gros billet. Donc, en fait, les gens qui sont prêts à aller là-dedans, bah, ils vont être capacitaires, en fait. C'est-à-dire que quand ils sont prêts à faire de la grosse volière ultra bien équipée, ultra bien faite, mettre un groupe d'animaux et tout, il n'y a aucune raison de ne pas demander un dossier de capacité. Et là, clairement, les portes de la détention des Ouistiti ou des tamarins, par exemple, qui sont assez populaires aussi en captivité, par exemple en Asie en ce moment, ça peut s'ouvrir les portes de la détention si jamais tu obtiens ton certificat de capacité. Mais il faut comprendre aussi que les Ouistiti sont des animaux qui sont fragiles, beaucoup plus fragiles que les magos ou les chimpanzés, que ce soit au niveau des soins vétos et des suivis. Donc c'est des animaux qui vont coûter relativement cher. Pour les espèces communes de Ouistiti, les prix sont moins élevés, mais pour les espèces un peu plus rares, c'est vraiment très cher. Donc constituer des groupes de ces animaux, ça va être des investissements à plusieurs dizaines de milliers d'euros en tout, quoi, entre les installs, les animaux, tout ça et tout. Donc du coup, vraiment ça, la détention de Ouistiti et de petites espèces va être vraiment dédiée aux humains qui sont prêts à se consacrer une installation de zoo à la maison et qu'en plus les autorités déclarent que leurs compétences sont cool pour la commission du certificat de capacité, mais en plus que l'installation est nickel, qu'il n'y a pas d'évasion possible, qu'il n'y a pas de prédation possible, que tout est parfaitement adapté. Donc il va falloir souvent des années entre le moment où on va se décider de se lancer dans le certificat de capacité. Parfois il va falloir jusqu'à 1 an ou 1 an et demi pour passer en commission, puis entre-temps faire les installations, puis après trouver les animaux, des animaux qui seront légaux, donc qui seront issus d'éleveurs. Il n'y a pas vraiment d'éleveurs qui vendent à des particuliers, mais en tout cas s'arranger avec des zoos, avec des gens qui veulent se séparer de Ouistiti. Une fois qu'on est capacitaire, entre capacitaires, on peut s'acheter des animaux. Donc du coup ça va vraiment être un processus qui va prendre des années, et donc c'est vraiment pas l'animal où tu vas avoir un coup de cœur et te dire ah là là je veux un Ouistiti. Avant on pouvait. Moi à un moment de ma vie quand j'étais étudiant, j'ai bossé dans une animalerie et les premiers mois où je bossais, ils vendaient encore des Ouistiti. Donc ça coûtait 3000 € je me souviens, et ça s'est arrêté quelques temps après parce que les lois ont imposé des certificats de capacité, donc c'était plus possible de les vendre. Ce qui est quand même une plutôt bonne chose parce qu'on n'a pas du tout envie de pouvoir proposer des primates en achat coup de cœur comme ça. C'est vraiment pour des gens qui vont avoir une passion pour la chose et comme je te le dis, se donner les moyens d'avoir des animaux dans de très bonnes conditions. Est-ce qu'un Ouistiti ça pue? Oui, un Ouistiti ça pue. Là j'en ai revu encore en Thaïlande mon dernier voyage, j'en ai vu quelques-uns et tout chez des particuliers et franchement ça pue. Et vous pouvez demander à Alex qui est derrière la caméra, on a tourné au parc Phoenix de Nice il y a 2 mois quand on avait passé la nuit au parc Phoenix, allez voir cette vidéo, et on avait interagi avec un groupe de Ouistiti et franchement nos vêtements, ils puaient la mort quand on est sorti. Donc en plus bon c'est trop mignon, mais ça schlingue de ouf. On va arriver sur la dernière partie de cette vidéo, celle où je vais conclure un peu tout ça et t'expliquer que là j'ai essayé de te démontrer en fait de façon vraiment pragmatique et logique pourquoi les singes ne sont absolument pas adaptés à la vie chez un particulier. Que ce soit sur la dangerosité, on en a parlé, ou que ce soit sur par exemple la difficulté à conserver un univers sain et propre avec des singes qui vont tout te ruiner, ou que ce soit la loi qui t'empêche de le faire, ou que ce soit surtout pour le bien-être animal et la capacité de donner à ces animaux des groupes sociaux entre eux dans de vastes installations. Ça, forcément, c'est pas donné à tout le monde. Toutes ces raisons cumulées font que le fantasme d'avoir un singe est vraiment ça doit rester un fantasme en tout cas. Et pour les gens qui franchissent le pas, ça va être des gens qui ont vraiment qui se rendent compte de ce que c'est, surtout par le biais du certificat de capacité, parce que quand on veut devenir capacitaire, il faut aller faire des stages chez des gens qui ont déjà la capacité pour l'animal que tu demandes. Donc si par exemple tu demandais une capacité sur des Ouistiti, tu serais obligé d'aller cumuler des dizaines d'heures de stage chez un capacitaire qui a déjà des Ouistiti, et là tu te rendrais
rendrais compte à quel point ce serait contraignant en fait. Donc il y a des gens aussi des fois qui rebroussent chemin, qui commencent leurs horaires de stage et qui se disent en fait c'est pas fait pour moi, donc tant mieux. Ceux qui franchissent le cap ou ceux qui sont capacitaires, et ben félicitations à vous, bon courage dans l'élevage de ces animaux. Peut-être que moi un jour j'aurai une énorme volière avec plein de Ouistiti, c'est quelque chose que j'adorerais, mais je sais que ce serait un projet vraiment qui prendra un temps fou et qui coûterait une somme astronomique, donc je l'ai pas enlevé de mes projets, mais ça prendra des années, donc on n'y est pas du tout. J'ai déjà eu la plus belle volière avec mes oiseaux, j'étais déjà trop content. Soit c'est dans des années et des années, ou même soit dans une autre vie, mais en tout cas voilà, si un jour j'avais une serre et que j'avais les moyens et tout, j'adorerais pouvoir avoir un groupe de Ouistiti dans une serre de plusieurs centaines de mètres carrés. Je vois ça vraiment trop stylé, mais bon, on n'y est pas, donc écoutez, on sait pas, hein, si cette vidéo cartonne, c'est peut-être le début vers la serre à Ouistiti, on sait pas. Et voilà, j'espère avoir bien résumé un peu ce que c'était que ce fantasme d'avoir un singe et pourquoi c'était une très mauvaise idée en tant que particulier de détenir ce genre d'animaux. Je vous ai énuméré toutes les galères et tous les problèmes potentiels que vous allez avoir, donc vraiment j'espère que cette vidéo elle vous a totalement découragé et que vous vous êtes rendu compte qu'avoir un singe c'est vraiment réservé à des gens donc qui vont en faire une espèce de vocation et ça va être vraiment, voilà, c'est pas du tout un animal de compagnie, ça tu l'as compris. N'hésite pas à envoyer cette vidéo à des gens qui aiment bien l'idée d'avoir un singe et qui se disent ah avoir un singe c'est trop cool à la maison, franchement envoie-leur leur vidéo, ça va les déchauffer direct et ils vont se comprendre surtout pourquoi c'est vraiment pas adapté à vivre au quotidien avec eux quoi, tu vois. Si ce format t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, de me mettre un petit pouce bleu évidemment, t'abonner, mais surtout dans les commentaires, j'ai trop aimé ce format, c'était cool et dans ce cas-là je vous le ferai avec d'autres animaux qu'on rêve d'avoir en captivité et expliquer pourquoi c'est souvent une galère, type les pieuvres, les requins, enfin plein d'animaux qui font rêver des gens mais qui ne sont pas du tout adaptés comme nos amis les singes. Je vous laisse ici, je vous souhaite une belle semaine, une bonne soirée, un joyeux tout, joyeux mois, un très bon Noël aussi d'avance. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis, ciao. Ciao.